Allez, ce coup-ci, il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on dit. C'est à nous? Oui. Ok. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Vous n'avez pas trouvé d'autres talks à voir, donc? Non, c'est plein, je pense. Ok. On a un overflow de amphibles. On est ravis d'être là ce matin pour vous parler des tickets de support et de la planète. Et évidemment d'IA, sinon ça n'aurait pas été pris. Voilà. Et le plus dur pour ce talk, ça a été de trouver un use case pas drôle, en fait. Donc, on va se présenter. Donc, je suis ravi d'être avec Philippe aujourd'hui, qui a mis son plus beau t-shirt pour me faire plaisir. Il y a toute une histoire sur Star Trek, je peux en parler pendant à peu près 20 minutes. Vous C'est pas avec le préférez? sujet du talk, mais lui veut pas. Et je connais bosse pas, chez Docker. C'est trop vieux. Pardon. En fait, ceux qui connaissaient Star Trek, ils sont tous morts quasiment. Ah, apparemment, il y a quelques fans. Quelques Trekkies? Ouais. Ok, cool. Et moi, Mathieu, donc du coup, je travaille chez Soprasteria en tant que tech advocate et platform engineer là-bas. Et vous pouvez nous suivre sur Blue Sky. Blue Sky, évidemment. On a abandonné. Le mal. Ah, faut pas le dire. Un peu de contexte pour vous expliquer un peu de ce qu'on va parler. Évidemment, on va parler d'un truc un peu nouveau en 2026 qu'on appelle l'IA. Et tout est devenu IA depuis quelques temps. Et on voudrait voir un peu comment on peut essayer de retrouver un peu d'efficacité dans notre utilisation de l'IA et arrêter de toujours vouloir plus et qu'il n'y a peut-être pas besoin tout le temps d'un GPT-5, Opus 4.6, etc. pour tous les citer, pour faire certaines choses et qu'en fait on prenne conscience aussi que c'est bien beau tout ça, mais que potentiellement on crame 3 forêts à chaque fois qu'on fait une requête. Donc, comme l'a dit Philippe, on a essayé de trouver un use case un peu original. Et donc on est heureux de vous annoncer qu'on lance notre entreprise de réparation de chaudières aujourd'hui. On arrête l'IT, on a compris que l'IA allait nous remplacer, donc on a commencé à prendre les devants. Et donc du coup, on parlera de chaudières aujourd'hui. Vous avez tous des chaudières chez vous? Ouais. Non, il y en a qui sont passés à l'électrique. Ça, Ouais, toutes moi, des j'ai des chaudières, grosses chaudières frisquées, donc c'est pour ça que j'ai une appétence à la chaudière, d'où le use case. On a senti qu'il y avait du business. Ouais. Hop, donc, déjà, alors, il y aura pas mal de rappels sur l'IA. On est désolé pour ceux qui sont déjà experts d'IA, mais bon, on s'est rendu compte qu'en parlant avec plein de gens, tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance, donc on s'est dit on va essayer de remettre tout le monde au même niveau. Donc déjà, LLM, SLM, TLM, donc large, small, tiny, hein, pour les premières lettres. Après, c'est language model, vous aurez compris. Comment on les classe très grossièrement, c'est souvent en fonction du nombre de paramètres, donc en gros, la taille du réseau de neurones. Donc les larges, c'est ceux que vous utilisez probablement le plus, hein, c'est ceux qui font du raisonnement, qui connaissent tout Internet mieux que nous, qui sont déployés évidemment sur des gros data centers dans le cloud ou potentiellement chez vous, mais c'est souvent dans le cloud, qui consomment un maximum d'électricité et tout ça, mais qui ont réponse à tout, même des fois à ce qu'on ne leur demande pas. Ensuite, on a les SLM, donc small, donc là où on est des choses plus raisonnables, on va dire, donc plus orientées sur des tâches spécifiques. Avec des assistants qu'on a un peu tunés pour l'entreprise, pour faire du résumé, etc. Ça, c'est le genre de modèle qu'on peut facilement faire tourner sur un PC ou un petit serveur qu'on pourrait avoir à la maison. Typiquement, certains des modèles on va vous montrer aujourd'hui sont sur le PC de Philippe. Et puis après, on a même les tiny, donc ça, c'est vraiment les tout petits, ceux qu'on peut embarquer carrément dans des smartphones, dans du edge computing, pour faire des choses autour de l'IoT ou des choses très précises comme de la correction de texte et de la prédiction de mots, par exemple. Donc là, on se base sur le nombre de paramètres du modèle. Évidemment que ce n'est pas la seule critère qui va définir un modèle. On peut aussi parler de son nombre de tokens, de la taille du contexte. Le contexte, on y reviendra parce que c'est un paramètre très important et de plus en plus important avec tout ce qui est instruction. Il va y avoir aussi toute la notion de quantification, c'est-à-dire comment on va compresser un petit peu les données au sein du modèle, le volume de données que le modèle a ingéré pour s'entraîner, etc., etc. Donc vous voyez que ce n'est pas juste le nombre de paramètres qui rentre en compte. Et en fait, il n'y a peut-être pas que la taille qui compte. Non, il n'y a pas que la taille qui compte. Alors, sur les tiny modèles, en fait, je crois que la dénomination, elle n'existe pas trop, quoi. Ça vient un peu de nous. Oui. La taille pour les tiny models, ça peut changer. Moi, j'ai tendance à dire plutôt de 0,5 à 4, par exemple. 4, c'est ma limite. Et en fait, ma limite, c'est ma machine. Du coup, alors le GPU, ça compte. Mais la taille, ça a une énorme importance quand on utilise des modèles locaux. Parce qu'en fait, vous allez installer un engine pour faire tourner vos modèles.
Alors, en très bon engine, je vous conseille Docker Model Runner, mais sinon vous pouvez utiliser aussi Olama. Lama CPP tout seul. Docker Model Runner utilise Lama CPP aussi. Donc reste standard. Donc quand vous allez charger un modèle, vous allez charger comment on dit, la taille du modèle, son poids, le nombre de gigas qu'il pèse quand vous le téléchargez. Ensuite, il va prendre de la place en mémoire. Et puis après, quand vous allez discuter avec lui, il va alimenter ce qu'on appelle le KV cache. Donc globalement, il va essayer de mettre de côté des choses qu'il peut réutiliser. Donc ça prend de la place en mémoire aussi. Donc par exemple, alors c'est très empirique, hein, mes calculs, et je les ai faits par rapport à un Mac. Donc si vous avez une autre architecture, une autre machine, il faudra peut-être faire des ajustements. Vous pouvez demander à Claudia, elle se débrouille très bien pour ça. Mais si vous avez un modèle 7B, donc c'est déjà, on n'est plus dans le tiny model, c'est un gros tiny model. Le B, c'est pour billion, hein, donc en gros des milliards. Ah oui, pardon, 7 milliards de caractères, excusez-moi. Si à un moment donné, vous êtes perdu et tout ça, n'hésitez pas à lever la main, poser la question. Il n'y a pas de question idiote, c'est pas grave et on continuera après. Donc, un 7B en quantisation 4. La quantisation, c'est un moyen, on va dire, de réduire la taille de certains modèles, mais en leur faisant perdre de la précision. Mais la plupart du temps, quand vous utilisez Olama, par exemple, les modèles que vous allez récupérer, la plupart du temps, sont en quantisation 4 quelque chose. Donc vous allez avoir le poids du modèle, le KV cache, et ça va prendre pas mal de place en mémoire. Et si vous avez une machine de 30 Go de RAM, ce qui est pas mal, moi j'ai un Mac 32 Go de RAM M2 Max. Tout le monde me dit « Oh, t'as une super machine !» Bah non, en fait. Il faut oublier les longues conversations. Parce que normalement, les applications, un agent de code comme Cloud AI, vous allez lui poser une question, mais il garde en mémoire ce que vous lui avez demandé et il garde en mémoire ce qu'il a répondu. Donc si vous voulez lui poser une question en rapport avec la question précédente, il a besoin de cette mémoire. Mais ça prend de la place aussi. Donc il faut penser à faire le ménage dans votre conversation. Ça veut dire que globalement, si vous avez alors sur Max, la mémoire est unifiée, il n'y a pas de séparation entre mémoire GPU et le reste de la mémoire, mais si vous avez un Mac avec 32 Go de RAM, des modèles comme du Qwen 354B, j'ai pris les Qwen parce que je les aime bien, ils marchent bien, tournent correctement sur la 32 Go, j'ai mis, il y a marqué Fluent. Si vous passez en 9B, ça va marcher, mais votre machine va chauffer, va ramer. Sur ceux qui n'ont jamais entendu le ventilateur de leur Mac, vous allez l'entendre. Il y en a un. Voilà, il y en a. Mais normalement, on ne les entend pas. Vous avez en dessous les Rowan Nano qui sont super bien. C'est des bases Qwen, mais sur lesquelles il y a eu d'autres entraînements et qui sont plutôt sympas, mais on en reparlera plus tard. Mais donc, si vous avez 32 Go de RAM, faites pas les malins. De toute façon, vous ne pourrez pas aller plus loin que le 4B. Ça, c'est dans les settings du Mac, vous pouvez avoir la pression mémoire. Donc là, vous voyez bien que on aurait dû prendre un pointeur. Vous voyez bien que je dois énerver le gars avec la caméra, que j'ai 32 Go de RAM et que les applications que j'ai lancées, pourtant j'en ai enlevé, tiennent déjà 27 Go de cette mémoire. Et je n'ai pas lancé mon modèle. Donc imaginez quand je lance le modèle, tout ce qui est vert devient jaune, voire rouge. Et je suis déjà en memory pressure. Ce qui fait que si vous utilisez un modèle comme si en bas, il y a un Qwen 3 codeur 30B à 3B, ça veut dire que c'est un 30 milliards, mais il n'y a que 3 milliards qui s'allument à la fois, comme sur des petits modèles. Il va aller vite, mais vous aurez quand même chargé les 30B. Donc vous allez lui dire, si tu n'as pas eu la photo, je te filerai le document. Vous allez lui dire bonjour, je m'appelle Philippe, et il va dire bonjour Philippe, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, mais j'aimerais bien que tu m'expliques les structures en Golang. Et là, votre machine va s'arrêter. Parce que vous aurez dépassé la pressure mémoire. Donc les gars vous utilisez LLM-Fit. Alors, pour ceux qui l'utilisent, ils vont vous mettre, si vous avez 32 Go de RAM, ça fit super, mais ne le lancez pas. Je me suis énervé contre l'équipe interne de Docker Model Runner chez nous, et en fait, c'était ma faute. Je te rends la main. Oui. Donc juste pour le slide précédent, en fait, c'est que souvent on voit des benchmarks sur Internet de modèles. Attention, parce qu'ils ne prennent pas tout ça en compte. Et donc, du coup, ils démarrent avec rien du tout. C'est ça. Donc, c'est sûr que c'est plus facile. C'est pas la vraie vie.
Ok, qu'est-ce qui compte aussi? Ça va être le contexte. Donc le contexte, c'est quoi? En gros, c'est la quantité maximale de données qu'on peut donner entre guillemets à un modèle et qui va pouvoir entre guillemets garder en mémoire en une seule fois pour pouvoir générer votre réponse. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans le contexte, c'est pas juste les 3-4 mots que vous avez mis dans votre question ou dans votre prompt, c'est tout ce qui va autour. C'est-à-dire l'historique de la conversation potentiellement. Si maintenant qu'on a les skills, les instructions, tout ça, là, tous ces beaux fichiers Markdown qu'on met de partout, ça aussi, ça va le prendre en compte dans le contexte. Si vous avez d'autres documents joints, ça va le prendre aussi. Donc c'est-à-dire que votre contexte, il va vite être très gros, et donc du coup, encore plus quand vous faites des conversations un peu longues. Donc le contexte, c'est quelque chose à prendre en compte, et typiquement, c'est un des critères quand on choisit un modèle, c'est qu'il y a aussi la notion de taille de contexte. Donc il faut bien avoir conscience que plus le contexte est petit, plus vous allez devoir restreindre un petit peu le nombre de data que vous lui donnez en entrée, et c'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus sur les derniers modèles, les derniers outils, il y a une notion de compacting, c'est-à-dire qu'à un moment, il détecte que votre contexte devient trop gros, donc il fait « Attends, je fais une pause, je compacte un petit peu tout ce que j'ai déjà ingéré, enfin en mémoire, pour garder que l'utile. » Alors c'est là où c'est un peu magique, on ne sait pas trop comment il décide ce qui est utile ou pas utile. Alors je peux l'expliquer, mais Ah, des vas-y. fois, il le fait mal. Oui, bah c'est ce que j'allais dire, mais oui, tu peux l'expliquer. Si tu veux. En fait, c'est le même modèle, ou ça peut être un autre modèle, auquel vous donnez un prompt en lui disant « T'es gentil, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un résumé de tout l'historique ?» Une fois qu'il a fait le résumé, vous virez l'historique et vous mettez son résumé à lui. Donc si vous avez fait un prompt pourri ou que le client que vous utilisez fait un prompt pourri, vous aurez un contexte pourri. Voilà. Et par contre, vous pouvez lancer du Claude AI avec un petit modèle, mais Claude AI a déjà plein de contextes. Donc votre modèle, il va faire. Et il s'arrêtera, enfin, il démarrera pas. Donc voilà. Je fais bien le... Ouais, donc les limitations, il y a un espèce un peu de lost in the middle, c'est-à-dire que quand on commence à avoir trop d'historique, typiquement, on constate que souvent le modèle se souvient bien du début, bien de la fin, et tout ce qui est au milieu, c'est un peu la partie qu'il oublie. Aisément à tout ce qui est la partie consommation de ressources, plus le contexte va être gros, plus les appels réseau, tout ça vont être gros. Donc il y a la limite physique, mais ça va Philippe bien en parler. Au bout d'un moment, juste le modèle, il ne peut plus encaisser ce que vous lui demandez. Et puis le bruit, c'est-à-dire que plus vous allez avoir du contexte, plus il va y avoir de données, donc du coup, plus on va donner l'opportunité au modèle d'un peu halluciner ou faire des choix qui ne sont pas forcément les bons. Allez, rentrons un peu dans le concret pour vous illustrer tout ça. Et donc, on va parler d'un premier use case, le RAG. Et en gros, comment on a déjà pas mal une base de connaissances de tickets sur nos chaudières, parce qu'on a déjà un peu d'historique. Donc, voir comment réutiliser tout ce savoir, cette connaissance, pour que ça puisse servir à notre IA, pour qu'on puisse être plus pertinent sur la gestion de nos tickets. Quelques très rapides rappels sur le RAG, toujours pareil, pour être sûr que tout le monde sache bien ce que c'est. Donc, le RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. C'est en gros comment faire pour aider que les réponses qui vous sont apportées par l'IA soient plus précises par rapport à votre contexte. Comment ça se passe? En gros, c'est quand vous faisiez un appel LLM classique, on pose une question, le modèle la triture, analyse et tout, par rapport à ses connaissances, et vous génère une réponse qui se base sur ses connaissances globales qu'il a appris d'Internet, etc. Donc potentiellement des choses erronées bizarrement. Quand on fait du RAG, en gros, on va enrichir le contexte, donc avant de faire l'appel réel au LLM, sur une base de données externe, donc une base de données qu'en gros on aura créée nous-mêmes avec notre base de connaissances, donc on verra un peu comment ça marche juste après, pour pouvoir enrichir le contexte, pour lui donner plus d'informations, pour que par rapport à sa base de connaissances globale, il puisse nous apporter une réponse la plus pertinente possible. Du coup, vous aurez compris que c'est important de pouvoir bien l'alimenter, c'est-à-dire que vous lui donnez des informations les plus intéressantes et complètes possibles pour que ça marche bien. Donc ça va être plusieurs étapes, l'extraction et le nettoyage, c'est-à-dire préparer vos données, c'est-à-dire ne lui donnez pas toute votre base documentaire que vous n'avez jamais relue depuis 10 ans, elle est peut-être plus à jour, il y a peut-être des trucs qui sont faux, donc c'est une partie là humaine, c'est-à-dire comment on choisit quels sont les bons documents, quelles sont les bonnes parties des documents forcément qu'on va vouloir faire. On convertit tout ça dans du text brut parce que tous les métadatas, XML et tout qu'on peut avoir dans du Word Excel, ça sert à rien. Donc on se concentre sur la donnée. Ensuite, on découpe tout ça en petits morceaux, dans ce qu'on appelle le chunking ou des chunks, c'est-à-dire de différentes tailles. En gros, comment on répartit par des blocs de données. On pense au recouvrement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des blocs indépendants les uns des autres, parce que sinon ça fait de la donnée qui est complètement déstructurée. Donc pensez à avoir un peu d'overlap, donc il ne faut pas faire 50%, généralement entre 10 et 15%, pour que comme ça il puisse y avoir une certaine fluidité, une corrélation entre les blocs, pour que quand il fait ses recherches, il puisse faire le lien. Une fois qu'on a fait tout ça,
On vectorise, donc ce qu'on appelle les embeddings, c'est-à-dire qu'on donne tout ça à une IA spécialisée dans la vectorisation et la gestion d'embedding. C'est en gros, on transforme ces données texte dans des vecteurs. Alors pas les vecteurs qu'on a appris en sixième avec 2 coordonnées. Là, on est plutôt sur des dizaines de milliers de coordonnées. Donc, pour visualiser, moi je n'y arrive pas, mais ça doit être assez sympa. Et une fois qu'on a tout vectorisé, on met ça dans une base vectorielle qu'on indexe pour pouvoir aller facilement et efficacement rechercher dedans. Comment que ça marche? Comment ça marche? Enfin, comment ça marche? Pas tout de suite, mais un peu. Alors déjà, est-ce que je vais arriver à voir ma démo? Tiens, j'aurais dû arrêter mon slide. Hop, vous avez rien vu, on voit... Ouais, super. C'est assez gros au fond? Oui, c'est bon. Ils dorment. Donc alors, si les vieux avec les verres progressifs se sont mis au fond, tant pis pour... ma démo, la première, elle est... Oui, alors, on parlait de nettoyage des données, des data et tout ça. Si vous faites juste du chunking classique, c'est-à-dire vous découpez vos documents en petits morceaux avec un overlap. Donc, si vous avez Philippe Charrière et Mathieu Vincent font une présentation à Devoxx et que vous aurez Philippe Charrière et Mathieu Vincent, puis le deuxième, Philippe Vincent. c'est là où c'est. Font un truc à Devoxx. Je prends en premier. Voilà. Et ça marche, mais ça ne retrouvera pas tout. Nous, on fait du support pour de la chaudière. Si vous avez une chaudière qui est en surchauffe ou qui laisse passer du gaz et que le truc ne le détecte pas correctement, c'est mauvais et notre business, il ne va pas être super cool. On a fait plein d'essais quand même avant. Et avec des petits modèles, c'était un peu long et pénible. On n'a pas fait que de la chaudière d'ailleurs. J'avais tous les vaisseaux Star Trek avec les pièces et tout ça, mais il n'a pas voulu. C'est bien en fait de structurer votre document. Alors si le document n'est pas trop long, vous n'êtes même pas obligé de le chunker. Mais par contre, si le document est structuré, par exemple, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque fiche de fait technique, on a mis une petite fiche d'identification. Donc ID, catégorie, système. Donc c'est des espèces de métadata. Et ça va permettre au modèle, au moment de faire l'embedding, et puis après, au moment de faire de la recherche, de retrouver plus facilement ces données et d'arriver à faire les liens avec différentes chaudières. L'ID, on a repris par rapport au numéro de document, au nom de document, comme ça c'est facile après de retrouver le nom du document, de l'afficher et de le réutiliser. Mais voilà, mais bien structurer les documents, en fait, si vous voulez faire du RAG qui fonctionne et qui soit précis, en fait, il faut penser votre documentation en amont pour être utilisé pour du RAG. C'est pareil pour toutes les notions d'IA, c'est que si vous ne préparez pas bien vos données, pareil, on en a parlé hier autour du dev, si vous ne faites pas la conception avant, bizarre, et du coup il va faire ce qu'il veut. Donc si vous prenez le temps de bien préparer tout ça, normalement ça marche bien. Le code, les exemples sont en Go. Je sais, si j'ai pas donné le lien vers le repo, on le donnera sur les réseaux sociaux. Le code est plutôt simple à lire. On a utilisé le SDK Go de OpenAI. Ça se lit assez facilement. Je vous montre pas tout le code, mais en gros, on a fait des petits agents techniques. Donc il y en a un qui est pour extraire les métadatas en fait de la page. Et on s'est aperçu au final que on n'avait pas besoin d'indexer la page entière, que d'indexer les métadatas, ça suffisait pour faire des recherches et retrouver des choses communes. Et après, par contre, comme on a l'ID du document, on peut récupérer le document et le charger. Donc ça fait ça. On a le RAG Agent, c'est celui qui va s'occuper de faire les embeddings. Donc je vais le lancer. On a essayé de faire du code le plus simple possible, donc normalement vous n'aurez pas de problème à le relire. Et même documenté. Ouais. Enfin, Claude l'a documenté. Quoi. Non, ça c'est moi qui ai documenté, faut arrêter. Philippe l'a documenté, pardon. Donc là, il est en train de bosser. C'est un peu long. J'ai fait que sur 3 fiches, parce que on en a l'exemple final, on a une centaine de fiches, mais ça met des plombes. Et vous voyez là, tout ce qui s'affiche, c'est le modèle qui a été capable de faire. En fait, vous pouvez dire à un modèle, on va faire du structured output, et vous lui donnez un format de fichier, un schéma JSON. Et à partir de ça, en fait, il va récupérer les données et va savoir où placer les données dans un format, dans le modèle JSON de schéma. Le schéma du modèle JSON. Je vais y arriver. Je ne sais plus si on le voit là. Bon, peu importe. Mais c'est pour que vous sachiez, ça aide le modèle. Ils ne sont pas tous capables de le faire, mais ça aide le modèle à finalement extraire des données et à les classifier. Donc du coup, là, il m'a extrait les données.
il m'a persisté les métadonnées, en fait, il les a vectorisées. Alors, on n'a pas utilisé de base de données vectorielle, on utilise un fichier JSON, ça ressemble à ça. En fait, les chiffres, là, c'est les vecteurs, c'est les coordonnées de vecteurs. Le prompt, c'est ce que vous avez vectorisé, ça vous permet de le retrouver. Quand vous récupérez des morceaux, en fait, vous extrayez les données, et c'est ça que vous allez donner à votre LLM une fois qu'il aura fait comment on dit, la recherche de similarité, excusez-moi. Et du coup, par exemple, si j'utilise ceci, en fait, j'ai un programme qui va me permettre d'utiliser la pseudo-base de données vectorielle et de poser une question. Où est-ce qu'il pose la question? J'ai un trou de mémoire, dis donc. Ah oui, non, c'est celui qu'il ne faut pas que je lance parce que justement, il y a les 100 versions. Donc, vous avez la petite version que je vous ai montrée et la version qui fait la même chose, mais sur les 100 fiches de faits techniques, hein, vous pouvez toutes les lire. Elles ont toutes été structurées correctement et proprement. Et anonymisées, évidemment, pour pas qu'il y ait les noms de nos clients. Voilà, mais là, Claude, par contre, nous a aidé un petit peu. Et vous avez cette base de données. Donc, en fait, un fichier JSON avec une centaine de fiches vectorisées, ça marche très bien. Hein. Donc, il y a des fois, il n'y a pas besoin d'utiliser quelque chose de compliqué. On va revenir au slide. C'est pas ça. On va virer le Slack. Hop, quitter. Slide. Voilà. C'est moi, ça. C'est toi, tu étais déjà passé au Oui, slide suivant. j'ai juste un slide après. C'est encore à moi après? Oui, tu vas parler de maths, je te rappelle. Ok. Donc vous avez compris, c'est important d'utiliser un RAG pour spécialiser le contexte. Là, on voit que, ok, il n'y a que 100 fiches, certes, ça prend un peu de temps, mais on peut très bien faire ça sur un laptop. Il n'y a pas besoin à chaque fois de sortir un data center, tout ça. Donc le RAG, il y a deux composants essentiels et supplémentaires. Donc c'est la base de données vectorielle, là où on va stocker. Donc là, nous, un JSON, mais évidemment, quand vous avez des données un peu plus grosses, vous pouvez prendre un moteur exprès pour ça. Et toute la notion d'embeddings, donc en gros, quand on a mis tout ça dans la base. Donc en gros, comment ça marche? Quand son utilisateur pose la question est vectorisée. Et du coup, après, on fait une récupération, dans la partie retrieval, le R de RAG, pour voir, par rapport à un calcul de similarité, quelles sont les informations qui sont en proximité de cette question dans notre base de connaissances spécifique, pour pouvoir enrichir le contexte et donc du coup ensuite appeler le modèle pour qu'il nous génère notre réponse. Mais cette partie comparaison, c'est là où on a le calcul de distance et c'est là où Philippe va exposer sa science et son génie mathématique. Je vais essayer. J'étais bon en maths, mais jusqu'en terminale. Quoi. C'était il y a 10 ans. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés. Ok, donc, on a parlé de chunks, c'est des morceaux de texte. Et finalement, faire les vectoriser, faire de l'embedding, c'est transformer la signification du morceau de texte que vous avez en une représentation mathématique. Et du coup, vous vous retrouvez avec des coordonnées dans un espace mathématique. Donc, qui peut être, là, c'est plus que de la 3D, mais vous avez vu tout le tableau de petits chiffres que je vous ai montré, ce sont ces vecteurs. Si on parle de coordonnées et de vecteurs, on peut faire du calcul de distance. Donc en fait, quand vous allez poser une question, j'ai une chaudière frisquée qui m'affiche un voyant en rouge clignotant. Cette question-là, on va prendre le même modèle d'embedding. En fait, les modèles d'embedding, c'est des modèles qui savent juste transformer du texte en chiffres, point barre. Ils ne savent pas faire autre chose, mais ils le font très bien. Donc pour la même phrase, le même mot, ils sortiront toujours les mêmes vecteurs. Donc cette phrase, vous allez la transformer en une liste de coordonnées. Et du coup, après, il faut que vous fassiez un programme qui prend les coordonnées de votre phrase et qui va aller se taper toutes les coordonnées de la base vectorielle pour calculer la distance. Et là, quand la distance sera la plus proche possible, ça veut dire que le morceau, théoriquement, devrait correspondre à votre question, ou en tout cas traiter d'un sujet identique. Alors quand vous faites une recherche de similarité, ne conservez pas que la première similarité, vous en preniez plusieurs. Décidez en fonction de vos besoins, de combien et de ce que peut traiter le modèle. Vous les mettez ensemble, vous les balancez au modèle qui, lui, va se débrouiller et va arriver à comprendre, entre guillemets, et à faire un rapport de ce qu'on lui a donné. Donc, par exemple, quand je dis quelque chose qui est proche,
Si j'ai des phrases comme les poissons nagent dans l'eau, les dauphins nagent dans la mer, normalement, si je fais des embeddings avec, je calcule la distance, ça sera très proche. Après, si je fais la même chose avec les écureuils grimpent dans les arbres et les lapins mangent des carottes, et même je compare avec les dauphins, je vais avoir des distances beaucoup plus éloignées. Donc ça va me permettre de dire, tiens, ça parle de la même chose ou du même thème. Et décider si on reste avec les poissons ou autre chose. En gros, les distances, c'est une valeur de 0 à 1, et plus on est proche de 1, plus la similarité est proche. Alors ça dépend comment tu fais le ratio. mais oui, c'est tout à fait ça. Donc, chaque chunk est associé, donc le chunk, le morceau de texte, ou le morceau de data, ça peut être de l'image, ça peut être du son, ça peut être plein d'autres choses, est associé à un tableau de vecteurs, donc des coordonnées. Votre question aussi, et vous calculez la distance entre les deux. Une distance entre vecteurs, en fait, ça ressemble à ça. C'est là où je commence à avoir du mal à l'expliquer. Mais en gros, vous avez, si votre question est un des enregistrements dans la base, alors ça c'est l'angle, se rapproche et que c'est la même droite, ça va être égal à 1, ça veut dire qu'ils vont dans la même direction, ça veut dire qu'ils sont identiques. Alors, si vous tombez sur 1 à chaque fois, c'est que il y a un truc qui ne va pas dans votre programme. En général, ça va être entre 0,5 et 0,9. Tout dépend du modèle d'embedding que vous avez utilisé. Ils sont plus ou moins précis. Après, il y en a il faut faire attention aux langues aussi. Est-ce que votre modèle comprend aussi le français? C'est bien fait avoir là-dessus. Si vous êtes sur du -1, c'est mort, quoi. Le truc, il est super éloigné. Donc il faut imaginer que là, c'est du 2D et qu'il faut imaginer en ND. Voilà. Et donc, ça s'appelle... Alors, il y a différents algorithmes, mais là, celui-là, ça s'appelle similarité cosinus ou distance cosine. Donc c'est le 1 moins la similarité cosinus. C'est pour ça que des fois, il y en a qui disent ils parlent de 1, il y en a qui parlent de -1. Enfin, et c'est là où on parle du cercle trigonométrique, et c'est là où j'avais de 0 en maths. C'est à peu près clair? Il y en a qui sont perdus? Ça se pèle bien. Ah, mais c'est encore à moi. Une autre démo. Donc, alors cette fois-ci, c'est le search. Donc, normalement, on n'a plus Slack, tout va bien. Search, c'est celui-là. Alors dans le repo, vous voyez des search et des search vanilla, parce qu'en fait, à force, je m'étais fait mon propre framework, et puis on s'est dit, ouais, bon, c'est un peu presque propriétaire. Donc vous irez voir dans les versions vanilla. Donc celle-là fait quoi? En fait, elle va, elle écoute le Docker Model Runner. Elle utilise un embedding modèle qui s'appelle embedding Gemma. J'avais pris celui-là pour 2 raisons. Il comprend le français et il est capable de vectoriser des chunks assez grands. Parce que normalement, vous vectorisez sur du 512K. C'est des 512K. Non, 512 tokens. Je sais plus. Oui, 512 tokens. Ça fait beaucoup. Et globalement, à chaque fois, vous balancez des chunks qui sont trop gros. Et du coup, ça pète. Du coup, vous êtes obligé de faire des tout petits chunks. Et plus ils sont petits, plus faire des liens entre eux devient compliqué. Le embedding Gemma est plutôt sympa et va bien. Et j'utilise ma base JSON qu'on a indexée avant de venir, donc qui est celle avec les 100, enfin avec toute la base. Ici. Voilà. Et donc là, je vais juste... En fait, ce que je fais, c'est que je vais lui passer une query. Donc j'ai une chaudière qui est complètement inerte, pas de réaction, affichage erratique ou code erreur multiple. Et après, en fait, je vais utiliser le même agent de RAG avec le même embedding model pour calculer les vecteurs et après faire ma recherche de similarité. Là, je lui ai dit de faire, moi, je n'ai pas mis à jour le texte, mais je lui ai dit de faire une recherche de similarité avec une distance cosine, avec un palier à 0,5. Et parce que je n'ai pas envie de perdre trop d'informations, surtout sur les chaudières, c'est important. Et je lui dis, je vous récupère les 5 similarités, les 5 meilleures. Après, c'est à vous de faire des réglages et ça dépend toujours des modèles que vous utilisez, des cas d'usage. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais aller là-dedans. Hop, hop, hop. Je vais taper un coup. Alors, l'API d'OpenAI, elle est assez facile à utiliser. Donc, les trucs apportés en JS ou en Python, c'est facile. Il doit y avoir une version Java, je crois aussi. L'avantage de cette version, c'est qu'OpenAI, c'est globalement le standard que tout le monde utilise. Donc, comme ça, si vous utilisez ce SDK, vous pourrez vous plugger à ce que vous voulez. Donc là, le modèle, en fait, j'ai utilisé 2 modèles. Non, j'en ai utilisé qu'un. J'ai utilisé le modèle d'embedding pour faire de la recherche. Il a été capable de me retrouver des données. Alors la plus proche fait du 0,73.
Après, pareil, c'est toujours relatif à vos cas d'usage et au modèle que vous utilisez. Mais donc, il m'a trouvé une deuxième à 0,73, une troisième, j'en ai demandé 5, je crois. Ah, je crois. Non, 5. Ah non Attends. Voilà. Ouais, Et je si je tape, je sais pas, je fais pomme F, erratique, ouais, c'est ça. Par exemple, on retrouve les mots-clés, en fait, c'est une espèce de recherche par mots-clés, mais avec des distances, donc c'est plus précise. Donc théoriquement, je me retrouve, et comme j'ai toutes mes métadatas, je suis capable de retrouver les documents dont j'ai besoin. Est-ce que sur cette démo, j'avais autre chose à faire? Excusez-moi, j'ai zéro mémoire, donc non, c'est ah si. Ah, c'est le contexte. Ouais, ah, bah ouais, là, moi c'est ouais, normalement c'est là où je. Oui, c'est une fois que j'ai ça, c'est recherche de résultats de similarité, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc j'ai un petit exemple qui fait la même chose, mais qui va alors j'ai un prompt pour lui dire extrait les données et retourne-moi en format JSON, mais ça c'est Gros pas prompt, grand-chose. des heures de Voilà. travail. Après, par contre, je vais balancer toutes ces données à un LLM classique, enfin celui qui fait du chat, enfin de la complétion classique. Et j'ai un prompt plus gros. Je ne vais pas tout vous lire, hein, mais je lui explique que bon, c'est quand même un expert en chaudière et en diagnostic, qui va avoir des reports à étudier. Et la structure, d'ailleurs j'ai mélangé l'anglais et le français, mais je lui dis « always written in French Ah, ». Et je lui explique comment construire le rapport, le niveau de confiance aussi dans ce qu'il a trouvé. Il va me sortir plusieurs fiches et il va me dire, bon, celle-là, quand même, ça se rapproche beaucoup plus de ce que tu cherches. Et puis celle-là, regarde, jette un coup d'œil, mais je ne suis pas sûr. De toute façon, avec l'IA, on n'est jamais sûr. Ah bon? Je lui demande des actions recommandées, synthèse et conclusion, patin, coup fin, des règles. C'est important de mettre des guidance au modèle. Et on va essayer de le lancer, si je suis dans le bon répertoire. On est encore bon. Ouais. Ce qui est important de penser, c'est quand même que cette partie prompt, ça fait partie aussi du contexte. Donc c'est important de bien détailler ce que vous voulez qu'il fasse. Mais n'en faites pas des caisses non plus. Et bonjour, merci, tout ça. Voilà, là c'est déjà beaucoup ce que je lui ai donné en contexte. Hein. Oui. Donc là, il vient de me faire la recherche de similarité, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, des documents. Et il est en train de générer son analyse. C'est là que j'espère qu'il va aller aussi vite que cette nuit. Attendant. Ah oui, il a déjà fait. Hop. Donc, en fait, il m'a généré... Il est toujours en train de bosser ou pas? Non, il a fini. Donc, il m'a généré tout un report. Bon, alors là, l'affichage est un peu dégueulasse parce que j'ai affiché en caractère grossier, mais en fait, il génère du markdown. Si je ne dis pas de bêtises, je dois avoir un endroit où il m'a généré le report. Analysis report. Tu le vois où? Celui-là, là. Ouais. Oui. Ah, voilà. J'aurais dû mettre des emojis même dans le nom pour le retrouver. Donc voilà, il m'a tout... alors sur cette recherche-là, par exemple, alors attention, pas tout le temps déterministe, parce que hier, quand j'ai fait mes essais, j'avais quand même une fiche sur laquelle il pensait qu'il y avait un niveau de confiance qui était mauvais, quoi. Mais là, ce qui est plus important, c'est qu'il y en ait une avec un niveau de confiance élevé. Donc ça vous permet de retrouver les fiches. Il y a une liste d'actions recommandées, synthèse et conclusion, les sources utilisées, des choses comme ça. Donc vous voyez déjà avec un tout petit modèle, je ne sais plus ce que j'ai utilisé comme modèle, je vais vous le dire. L'embedding, bon, c'est forcément toujours le même. Utilisez toujours le même pour faire la recherche de similarité, parce que sinon, il va se perdre. Et j'utilise un modèle qui s'appelle Juan Nano, qui est super bien, c'est une base Qwen. Alors 128K, c'est la taille du contexte qu'il est capable de supporter. Si vous voyez les 128K, ça fait pas mal de place, et c'est pour ça qu'il a accepté d'utiliser notre fiche, qui est, les instructions données. Son petit frère, qui n'a pas 128K de contexte, il marche super bien, mais par contre, vous allez avoir par exemple une erreur, je ne sais plus, je crois que c'est 500 ou un truc comme ça. Enfin, le modèle, il dit j'en ai ras la gueule, ton truc c'est trop. Ou il va juste fail, mais sans aucun message. Donc, ça c'est fait. Donc, normalement, on revient au slide, et c'est à toi. Et il nous reste 10 minutes. Peut-être un chouïa accéléré. Tu te parles très vite.
Donc, maintenant qu'on a toutes ces données, on est quand même moderne, donc on veut faire un peu de l'agentique, parce que tout le monde nous en parle. Donc les agents, c'est quoi, hein? C'est contrairement à une IA un peu classique, très statique, c'est comment faire pour que ça soit beaucoup plus autonome. Donc c'est-à-dire que une IA qui va pouvoir prendre des décisions par elle-même, qui a plus de mémoire, donc elle va savoir un petit peu quelles ont été les interactions qui ont été faites tout au long de la discussion, qui va surtout pouvoir aussi utiliser des outils externes, parce que potentiellement, typiquement l'outil le plus classique, c'est une recherche Internet, parce qu'on sait que quand une IA s'entraîne, il y a un instant T où on arrête de l'entraîner, et donc elle n'est pas au fait des dernières actualités potentiellement, et donc du coup, vu qu'elle a un sens autocritique, c'est-à-dire qu'elle perçoit que la réponse qu'elle va apporter n'est pas forcément suffisamment pertinente, elle va dire, tiens, potentiellement, je peux aller rechercher sur Internet, voir s'il n'y a pas des informations plus récentes, plus pertinentes, pour enrichir mon contexte et que je puisse générer une nouvelle réponse. Souvent, les agents sont très liés à ce qu'on appelle au raisonnement, donc au modèle de reasoning. Pourquoi ? Parce que les modèles de reasoning, c'est des modèles qui vont découper un petit peu votre problématique en plusieurs petites étapes, donc ce qui permet d'être un peu plus focalisé sur chaque tâche et pas essayer de prendre tout d'un coup. Donc ça va permettre de orienter un petit peu les agents sur des tâches plus précises. Et évidemment que le modèle de reasoning tout seul, il fait juste que découper un peu une réflexion. L'agent va pouvoir un petit peu outiller tout ça. Donc il faut voir un peu comme le modèle de reasoning comme le cerveau et les agents comme les bras et les jambes pour mettre tout ça en action. Le cerveau. Ou pas. Les jambes, c'est vrai que les jambes, c'est plus ça. C'est plus moi. C'est bien connu. Allez, comment on pourrait se servir de tout ça avec nos chaudières ? C'est à moi donc tu poses la question. Okay. Oh, si tu veux. Ouais, le cerveau a fini de travailler. Alors il y a une version où j'avais codé mon propre agent, enfin ma propre TUI, mais c'était laid. Et puis je me suis dit bon, on va faire un peu de, je vais pousser du Docker. Chez Docker, alors c'est un projet open source qui s'appelle Docker Agent. Donc c'est comme un Cloud AI, mais vous pluguez ce que vous voulez dessus. Et ma manie, c'est de l'utiliser avec des petits modèles et de rendre fou l'équipe de Docker Agent. Parce que je leur dis, ouais, avec les petits modèles, ça marche pas. Maintenant, ça marche super bien, en fait. Donc, plutôt que de refaire une UI un peu compliquée, je me suis dit, utilisons Docker Agent. Donc, du coup, j'en ai profité. Je me suis dit, bon, on va faire une skill. Donc, j'ai une skill. En fait, le truc est un peu cracra, il ne faut pas le faire en prod, parce que j'ai repris mon code Go de tout à l'heure, je l'ai mis dans la skill, enfin à côté de la skill, et j'ai même pas compilé. Et j'explique à la skill ce qu'il faut faire, et puis qu'elle fasse un go run machin, et qu'elle fasse la recherche de similarité. Mais c'est pour montrer que les skills, vous pouvez faire des trucs sympas. Et des horreurs aussi. Mais ouais, ça m'avait plu. Donc, en fait, et avec la skill, j'explique à mon agent tout ce qu'il doit faire. C'est le prompt de tout à l'heure, mais en plus avec l'exécution du code Go. Skill, en gros, c'est comment donner des compétences à vos agents pour leur expliquer exactement comment ils doivent travailler, avec quels outils, etc. C'est vraiment, on rentre dans la professionnalisation, on va dire, des agents. Alors, cette skill, elle est standard, donc vous pouvez la réutiliser avec du Cloud AI, il n'y a pas de problème. Donc, si je fais un open, je vais le faire dans un terminal parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Hop. Hop. Qu'est-ce que j'ai dedans ? J'ai un truc tout prêt, on va faire ça. Pendant ce temps, on va aller récupérer le prompt pour faire un petit copier-coller. Je dois avoir un fichier quelque part. Oui, hop. Tac, ça fait un bip, ça veut dire qu'il faut qu'on se dépêche. Quelqu'un qui a pas éteint son téléphone. Donc voilà, alors ça c'est Docker Agent. On peut voir que j'ai mon agent One Nano que j'utilise. Alors les tools, c'est juste pour pouvoir écrire, lire ou faire du curl ou des choses comme ça. Et que j'ai une skill qui est disponible. Alors si j'ai de la chance, il va arriver à découvrir que je veux utiliser la skill. Je dis ça, si j'ai de la chance, c'est que des petits modèles pour du discovery de skill, ça marche des fois pas correctement. Alors après, je peux forcer l'appel de la skill, mais on va essayer juste en faisant un copier-coller de j'ai besoin de support sur une. C'est la même question, je pense que tout à l'heure. Oui, voilà. Et je valide. Donc là, j'ai eu de la chance, il a détecté la skill. Il me demande, c'est important, parce que je ne suis pas dans une sandbox, si je veux exécuter les tools. Là, je suis un grand fou, je vais dire oui, tools. Parce que les tools, potentiellement, c'est des outils qui ont accès à vos fichiers locaux. Donc, un tool qui fait un RM, RF. Alors là, j'ai lancé, je faisais le malin, mais je l'ai lancé. Alors, je ne suis pas dans une sandbox, mais j'ai lancé avec Compose et ça tourne dans un container. Et
le petit modèle n'est pas suffisamment malin pour faire une container escape. Donc là, une bonne pratique de penser à conteneuriser à minima vos agents et vos tools pour éviter un petit peu les effets de bord. Sinon, regardez un peu sur Internet, il y en a qui ont eu des surprises. Voilà. Et donc, vous voyez, il est capable de faire exactement la même chose que tout à l'heure, mais sauf que là, je peux continuer la discussion. Je peux éventuellement lui poser des questions sur ce qu'il a dit. Alors là, comme il lui raconte quand même toute sa vie, je pense que mon contexte est déjà bien chargé. Et vous voyez, cette fois-ci, j'ai une fiche de fait technique avec une pertinence qu'il estime être faible, ce que je n'avais pas tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je disais, il peut y avoir quelques petites différences. C'est compliqué d'avoir du déterminisme. Mais je pourrais lui dire, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Non, tu as des trucs à dire peut-être. Mais disons que je suis sur ma fiche de fait technique et puis je peux lui dire résume-moi la synthèse. Ça veut rien dire d'ailleurs. Résume-moi. C'est vraiment compacté là. Là, on compacte le compact. Et alors après, il y a plein d'autres choses à faire. Bon, globalement, il arrive quand même à même le. Ouais. Globalement, il m'a redit à peu près la même chose. Mais vous pouvez imaginer discuter sur ce qu'il vous a dit, voire même après faire un. Ça doit être comme dans Claude, ouais. Un hâte. Récupérer la fiche de fait technique qui vous intéresse et puis dire, bah, tiens, extrais-moi telle information ou des choses comme ça. Donc les agents de code, en fait, ça ne sert pas que à faire des agents de code. Et je te rends la main si je retrouve les slides. Yes. Ok. Donc, pourquoi parce que bon, ok, à part faire la promo de notre entreprise de chaudière, vous aurez bien compris, on a quand même parlé de cramer la forêt au début. Donc, pourquoi on a voulu parler de ça aujourd'hui ? Parce qu'il faut bien comprendre que toutes les démos qu'on a fait, c'est 100% en local. Il n'y a rien qui a été fait avec Internet et tout ça. Donc clairement, on peut faire des choses quand même très intéressantes sans avoir besoin à chaque fois de sortir le bazooka. Mais un petit modèle, un use case. Par contre, voilà, on spécialise un petit peu les tâches. Donc quel est l'intérêt globalement pour l'environnement ? Alors, c'est très large, mais évidemment, c'est tout ce qui est consommation d'énergie. Parce que déjà, on a une consommation linéaire, c'est-à-dire que plus vous prenez des petits modèles, moins vont consommer, et inversement. Donc plus vous allez prendre des gros modèles, plus il faut vous dire que derrière, il y a des gros data centers qui tournent H24 quelque part pour pouvoir vous répondre dans la milliseconde qui est nécessaire, sinon vous allez râler que c'est trop lent. Le gain aussi, évidemment qu'on va avoir un gain aussi sur tout ce qui est consommation électrique, c'est-à-dire que ça va nous coûter moins cher potentiellement. Et Auvergnat. Je ne peux pas le dire ça. Évidemment, tout ce qui est économie de serveurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin à chaque fois de déployer des fermes de serveurs. On peut utiliser, alors peut-être pas toujours des laptops, évidemment, mais déjà des petits serveurs que vous pouvez avoir dans vos data centers pourraient déjà faire tout ça. Et aussi économie de réseau, parce que souvent on n'y pense pas, on pense souvent à la consommation électrique des serveurs en eux-mêmes, mais la consommation des équipements réseau et du réseau en tant que tel dans l'empreinte carbone est quand même non négligeable. Et donc typiquement, quand vous faites des petites choses, ça vous force à faire des petits contextes, donc des petites requêtes. Donc du coup, votre consommation réseau, elle est vraiment optimisée là-dessus aussi. Et donc typiquement, on peut après, comme on le disait au début avec les tiny models qu'on a nouvellement brandés, c'est faire tourner ça sur des capteurs, un téléphone, sans avoir à sortir des tuyaux énormes sur Internet. Et puis aussi, il y a une notion d'allongement de la durée de vie du matériel. Parce que, alors, sauf quand on s'amuse comme Philippe à essayer de faire cramer son Mac pour voir jusqu'où ça tient, globalement, normalement, les petits modèles du coup, consomment moins d'énergie, donc produisent moins de chaleur, donc vous avez moins besoin de refroidissement. Donc pareil, dans vos data centers, vous savez tous, vous avez des énormes clims pour garder une température constante correcte. Moins vous produisez de chaleur, moins vous avez besoin de refroidir. Donc du coup, encore un gain. Et puis aussi, moins on force l'utilisation d'un device, plus on va pouvoir aussi optimiser sa durée de vie. Voir certains de vos vieux PC avec vos cartes graphiques que vous aviez quand vous étiez jeune qui traînent au grenier depuis 10 ans, pourquoi pas les réutiliser pour faire ce genre de use case. Ça pourrait très bien marcher, et ça marche très bien. Donc pour la forêt, c'est déjà pas mal, mais en plus il y a d'autres impacts qui peuvent être intéressants. Évidemment financiers. Alors j'espère qu'il n'y a pas de fournisseurs de tokens dans la salle, sinon je ne veux pas me fâcher, mais globalement on se rend compte que le cours boursier du token a une fâcheuse tendance à croître, et à croître très vite en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu, mais avant, avec nos abonnements, on était illimité en termes de requêtes quand on générait du code, par exemple. Bizarrement, maintenant, il y a des seuils, et puis il faut rajouter un petit peu à la poche si on veut pouvoir continuer. Et ça coûte de plus en plus cher. Nous, on a fait quelques essais là récemment, on a réussi à faire des requêtes à $9 la requête. Je vous laisse imaginer, un développeur
sur une journée. On est arrêté à $200, après on arrête sur une journée par développeur. Nous, on est 10 000 développeurs, typiquement. Je vous fais le calcul, je ne suis pas sûr qu'on soit très viable longtemps. Là, au moins, on réduit la notion de token, donc on va pouvoir un petit peu aussi optimiser tout ça. Une notion de privacy, on va pouvoir faire tout en local, donc pas besoin d'exporter, d'avoir des gestions de data avec des contrats, avec des prestataires, tout ça. Ah oui, 5 secondes, on est mal. Bon, non, c'était le dernier slide. Non, Ah bon. mais il en reste un, mais on le fera vite. Donc ouais, on va pouvoir tout faire en local, donc pas besoin d'avoir de problématiques de confidentialité et tout ça. Et AirGap, vous avez quand même forcément des environnements où il n'y a pas du tout d'internet, vous allez quand même pouvoir faire de l'IA et faire des choses intéressantes. Et donc, ça c'est le dernier slide. En conclusion, ce qu'on voulait vous dire, c'est que rien qu'en local, on peut faire quand même des choses très intéressantes. Vous n'avez pas besoin de tout faire avec les énormes modèles qui vous sont proposés. Certes, ils peuvent être utiles dans certains use cases, mais il y a plein de use cases où, en travaillant un petit peu ces données, en préparant un petit peu tout ça, on va pouvoir faire des choses très intéressantes avec des modèles beaucoup plus petits, alors soit en local, soit encore une fois sur des serveurs de plus petite taille, etc. Les cas d'usage pour les très petits modèles, la revue de presse, la traduction, ça se fait très bien, pas besoin d'avoir un GPT-5 pour faire ça. La génération de code pour du bug fix, etc., ça marche très bien, etc., etc. Merci de votre attention. À vos questions après. Et sinon, n'hésitez pas à nous laisser un feedback sur l'application Devoxx. On est encore là demain aussi, donc oui, vous pouvez... cet après-midi. Et nos stands sont à côté, donc on sera facile à trouver. Ouais. Bon, vous lui demandez à lui, en fait. Ou pas.